Khabti Rotatim, c'est très alaikum, bonsoir tout le monde mes amis, nos chers compatriotes, tous les lecteurs, lectrices d'Algérie Part, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes sur les lives d'Algérie Part, les débats, analyses, aucune censure, aucune autocensure, on parlera en toute liberté et on va varier les sujets parce qu'aujourd'hui, un invité de qualité est avec nous. On parlera de relations franco-algériennes, franco-maghrébines. Il y a des élections municipales ici en France. Comme vous savez, il y a énormément d'Algériens qui vivent en France. Il y a énormément de Maghrébins qui vivent en France. Comme nous sommes un média qui s'intéresse à toutes les préoccupations de nos compatriotes, Monsieur Adam Mahbabik. Merci. Donc, Adam Oudi, ça, je ne me trompe pas. Oubli. Oubli. Il est candidat aux élections municipales en France qui vont se dérouler le 15 mars prochain. Donc, c'est un candidat du mouvement En Marche. Ce qui nous intéresse, c'est que vraiment tu as un parcours assez atypique. Avant d'entrer dans le débat, j'aimerais juste que tu reviennes sur ton parcours, que tu te présentes, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui vivent en théâtre qui ne te connaissent pas, d'autres qui sont là, qui ne sont pas là. Et après, on va parler d'autres questions, parce que vraiment, on aura beaucoup de choses à se dire. Et l'expérience qui va se dérouler ici en France, elle est énormément profitable aux Algériens en Algérie. On parlera de décentralisation, de mairie, de ville, comment elles sont gérées, quelles sont les solutions qu'on peut trouver aux problèmes qui sont soulevés, et comment on peut nous apprendre cette expérience démocratique qui est en France. Mais d'abord, Adam, donc, tu étais un cadre, tu as fait 2 grandes écoles ici en France, tu as une expérience à l'étranger, tu es d'origine maghrébine, plus exactement d'origine marocaine. Un grand coucou à tous les lecteurs et lectrices du Maroc qui nous regardent, ils sont d'ailleurs très nombreux. Pourquoi tu as décidé de t'impliquer dans la vie politique française? Et est-ce que c'est vrai, quand on est d'origine maghrébine, c'est hyper compliqué de faire de la politique en France? Est-ce que c'est un pensif, c'est un préjugé ou c'est une vérité? Alors, bonsoir. Alors, il y a beaucoup de choses dans la question. Je vais d'abord me présenter, puis ensuite aller sur les raisons qui m'ont poussé à m'engager. Alors moi, effectivement, mon père était venu d'un milieu modeste, effectivement, il était au Maroc. Il a eu une bourse pour venir faire ses études en France, et il est revenu ensuite au Maroc avec ma mère et donc 2 enfants en plus de son doctorat. J'ai eu la chance d'étudier au Maroc dans l'école française jusqu'à mon baccalauréat, et ensuite je cherchais un logement pas cher, pas loin de Paris, où j'ai fait ma prépa, et j'ai trouvé Nanterre. Et j'y suis arrivé sans grand espoir parce que j'avais à peu près 100 € par mois, ça ne payait pas mon logement. Donc j'ai commencé à travailler, et à Nanterre, non seulement j'ai trouvé un logement gratuit, j'ai trouvé des amis, et aussi des professeurs qui m'ont aidé à réussir mes concours, puisque grâce à eux, j'ai réussi à intégrer l'ESSEC, qui est une grande école de commerce. L'une des plus grandes écoles de France, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, comme au Maroc, j'avais appris à lire et écrire l'arabe classique, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé chez BNP Paribas, qui m'a envoyé tout de suite à Bahreïn, qui est donc pays du Golfe, dans lequel j'ai participé au financement des infrastructures publiques dans tous les pays qui étaient entre l'Égypte et l'Iran. J'ai par exemple participé au financement du métro de Caire, au financement de la ligne de chemin de fer entre Riyad et Jeddah. Je suis allé au Yémen, au Qatar, aux Émirats. Et après un an avec la crise financière, on m'a dit écoute, BNP Paribas vient de racheter la plus grande banque en Libye. C'était quand Sarkozy et Kadhafi étaient de bons amis. Et donc je suis allé pendant 2 ans, en 2009-2010, à Tripoli, où j'ai travaillé, pareil, dans le financement d'infrastructures. On a financé des ports, des centrales électriques et aussi des avions. J'ai gagné une très bonne expérience de la Libye parce que c'est là où j'ai compris il y avait toute une diaspora maghrébine, et notamment beaucoup d'ingénieurs algériens extrêmement bien formés dans le secteur pétrolier, qui étaient de la Sonatrach, et c'est là où j'ai pu apprendre à beaucoup mieux connaître nos frères algériens, où j'ai pu reconnaître la qualité de l'éducation publique, en tout cas pour les ingénieurs en Algérie et puis des hauts fonctionnaires. Il y avait aussi des Tunisiens et des Marocains. Après, j'ai travaillé 5 ans à Londres, et j'ai décidé, il y a maintenant 5 ans jour pour jour, de rentrer en France, puisque c'était au moment des attentats de Charlie Hebdo. Et comme moi j'avais réussi mes études par des bourses et grâce à l'école de la République, j'ai décidé de revenir travailler pour la France. J'ai travaillé pour l'Agence française de développement. Et comme je m'ennuie un petit peu, les soirs j'allais à Sciences Po Paris prendre des cours pour préparer l'ENA. J'ai eu l'ENA, j'ai été admis à l'École nationale d'administration, et je suis revenu à Nanterre juste après, et j'ai décidé de m'engager à Nanterre quand j'ai vu l'écart qu'il y avait entre le formidable potentiel de Nanterre et ce qu'était la réalité. Très bien. Très intéressant. Non, t'inquiète pas, on va parler de la vie politique en France, des enjeux de cette campagne électorale pour les élections municipales, du poids de l'électorat maghrébin et algérien en particulier. Mais d'abord, ton expérience au monde arabe, elle est extraordinairement intéressante. Je signale que tout à l'heure, avant de commencer le tournage, Adam parle très bien arabe. العربية الفصحى تتكلمها بطريقة يعني جيدة مباشرة، ما عندك حتى مشكلة تتكلم العربية. طبعا. من الممكن أن نتكلم العربية إذا تريد. Voilà, donc voilà, c'est comme pour vous signaler que voilà, c'est un franco-marocain, il maîtrise l'arabe beaucoup plus que beaucoup d'Algériens qui nous regardent, pour vous dire. Et de Marocains. Et de Marocains qui nous regardent, qu'on salue particulièrement. Mais d'abord, ton regard, ce qui se passe dans le monde arabe, et ton regard sur la situation qui évolue en ce moment en Algérie.
Tu as été au Bahreïn, tu as fait l'Égypte, tu as la Libye de Kadhafi, le Maroc, tu as fréquenté, t'as connu des Algériens un peu partout dans ces pays-là. Quel est le regard que tu as aujourd'hui sur la situation en Algérie? Alors, moi, c'est celle de regard, évidemment. Moi, je suis très attentif à ce qui se passe en Algérie parce que c'est un pays frère. C'est un pays qui a un destin lié avec la France, avec une histoire qui a été, on va dire, extrêmement compliquée. L'Algérie et la France ont en commun plusieurs choses. D'abord, en Algérie comme en France, l'État a un rôle extrêmement important, ce qui n'est pas le cas dans certaines autres démocraties. Ensuite, il y a même si c'est peut-être de moins en moins vrai, mais il y a aussi cette union qui se fait par la langue. Moi, ce qui me semble, ce qui est vrai en Algérie, l'Algérie a un potentiel humain qui est immense. Moi, j'ai pu me rendre compte, c'est ce que je vous disais, que l'Algérie a un atout énorme, qui est la qualité de l'éducation qu'elle peut apporter notamment à ses cadres dans la fonction publique. Donc l'Algérie a compris assez vite et a des cadres de très haut niveau qui sont capables de diriger le pays et de l'amener vers une nouvelle transition. Maintenant, moi je pense que ce qui se passe en Algérie c'est très positif. Moi je pense qu'il est extrêmement important que chacun puisse aussi participer à la vie citoyenne de son pays. Et donc je vois ça effectivement d'un très bon œil. Je salue vraiment ce que fait l'Algérie, malgré l'histoire qui est la sienne et que vous connaissez mieux que moi. Et moi je ne peux qu'encourager vraiment cette démarche citoyenne qui a lieu et j'espère qu'on est en phase, qu'on est au début d'une nouvelle phase en Algérie. Donc justement, je fais une belle transition par rapport à ce qui se passe en France. Parce que nous, on a des relations avec la France qui sont passionnelles, qui sont historiques, qui sont importantes, voilà. On peut pas encore. Je rappelle à chaque fois, je sais pas pour me justifier, mais je dis à chaque fois que je fais une émission, que je la consacre à l'actualité française, c'est pour vous comprendre. En France, il y a plus d'Algériens que dans des grosses villes comme Oran ou Constantine. Réellement, du point de vue de la démographie, la deuxième ville algérienne, c'est la France. Si on compte les 2 millions d'Algériens qui sont dans les consulats, les millions d'Algériens qui sont les franco-algériens, donc il y a énormément d'Algériens qui sont là. Donc l'enjeu est important. Maintenant en France, est-ce que dans la classe politique, tu es jeune, tu parles arabe, tu étais BNP, l'ENA et tout ça, est-ce que réellement, Adam, tu es un cas isolé, ou est-ce que tu incarnes le renouvellement de cette classe politique française, qui peut-être va insuffler un autre regard qui peut pour mettre une dynamique dans les relations entre le Maghreb et la France, sachant que jusqu'à maintenant, le gros tort de nos pays, c'est qu'en Algérie, c'est toujours la génération d'indépendance qui dirige le pays, on essaie de les dégager à travers la révolution, mais en France, c'est aussi la génération de ceux et celles qui ont connu aussi l'indépendance d'Algérie, la nostalgie de l'Algérie française. Est-ce que, avec des gens comme toi, est-ce que tu es vraiment un cas isolé, parce qu'il y a énormément de jeunes comme toi qui sont engagés dans la vie politique française et qui veulent affronter et qui veulent insuffler le changement et le renouveau? Alors, moi, je suis vraiment issu de l'école républicaine, laïque, publique, gratuite et obligatoire pour tous. Moi, c'est cette école publique-là qui m'a permis de monter. Et je pense qu'en France, effectivement, nous sommes nombreux, nous sommes français, quelle que soit notre origine, et il y a énormément de talents qui sont à faire valoir. Donc oui, on est à l'aube d'un renouvellement. Le Parlement, tel qu'il a été renouvelé en 2017, n'a jamais été aussi divers. Alors, on a regardé, il n'y a eu jamais autant de Français d'origine étrangère dans un Parlement en France depuis 1958, c'est-à-dire depuis l'arrivée générale de Gaulle, quand, comme on le sait, l'Empire existait encore. Donc ce n'est pas une exception, je pense qu'on est dans une phase nouvelle. Je prends aussi, j'élargis un petit peu au-delà du Maghreb, il aurait été impensable, sous François Hollande, ou même sous Nicolas Sarkozy, ou sous Jacques Chirac, d'avoir une porte-parole de l'Élysée qui s'appelle Sibeth Ndiaye, qui a grandi à Bobigny, qui est franco-française d'origine sénégalaise. Donc je pense qu'on est à l'aube d'un renouveau. Moi, ce que je pense en revanche, puisque vous êtes journaliste, je pense que les médias ont énormément un rôle majeur à jouer. Il ne s'agit plus de stigmatiser les Français par leur religion ou par leur origine uniquement quand il y a des difficultés. Je prends un exemple simple. Il y a une agression, on dit l'agresseur était d'origine maghrébine, ça arrive très souvent, ou d'origine d'Afrique subsaharienne. Par contre, quand un Français d'origine maghrébine ou d'origine subsaharienne réussit, on ne le mentionne jamais. Moi, il y a un exemple qui me tient beaucoup à cœur, c'est M. Bougela, le président du RC Toulon, qui est un homme d'affaires qui est millionnaire, si ce n'est milliardaire, qui a très bien réussi. On ne mentionne jamais son origine algérienne. Et moi, je pense qu'au contraire, il faut montrer à tous les Français qu'on a brisé le plafond de verre, que tout d'abord, les Français de toutes les origines réussissent. Et je pense que j'ai vécu aussi à Londres après avoir travaillé en Libye, et je pense que c'est toute la différence entre la France, par exemple, et le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, par la discrimination positive, on a des Britanniques de toutes les couleurs, si je peux me permettre, dans les classes défavorisées, mais aussi dans les classes moyennes et aussi dans l'élite. Et en France, on a l'impression qu'il y a un plafond de verre au niveau des élites, c'est-à-dire qu'on se dit, bah, moi je suis d'origine maghrébine, l'ENA c'est pas fait pour moi, et c'est ce que je me suis dit quand j'étais plus jeune, l'ESSEC aussi, et c'est des gens qui m'ont tendu la main et qui m'ont dit, aie confiance. Et donc je pense que maintenant, en montrant par l'exemplarité, par la richesse des parcours qu'on a, je pense qu'on est en train effectivement de briser ce plafond de verre, et je pense que la richesse de la France, la richesse de cette diversité,
fait partie de son avenir, y compris en politique. Donc justement, c'est le moment où le tabou il est brisé. Donc on peut être d'origine algérienne ou marocaine ou maghrébine et faire de la politique et devenir maire d'une grande ville comme Nanterre ou devenir ministre. Aujourd'hui, c'est possible. J'en reviens un petit peu, les points des mots un peu grandiloquents, mais c'est l'identité de la France, c'est l'identité de la République française, de la Troisième République. On a une vision non ethnique de la nation. À partir du moment où on respecte les valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité, on est français d'adoption. C'est dans la Constitution. Donc oui, c'est l'esprit de la Constitution française, c'est l'esprit de l'identité française, et c'est maintenant, aujourd'hui, effectivement, il y a pu avoir ces plafonds de verre, et moi je pense qu'aujourd'hui c'est le bon moment, effectivement. Donc c'est le bon moment. Maintenant, quand je vois votre parcours, Londres, BNP, on dit tout à l'heure, c'est la diplomatie française, c'est ça? On peut le dire, c'est pas un tabou, non? J'ai fait mon stage dans le cadre de l'ENA, ambassade de France à Beyrouth. Donc Voilà. J'y ai vécu 5 mois. Donc le sac diplomatique, les banques, le pétrole, le métro du Caire. Donc voilà, il y a une ascension sociale, une réussite économique. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme toi, Adam, veut devenir maire à Nanterre? Parce que nous, on a la vision du maire comme quoi c'est un classique ou c'est un bureaucrate, pas forcément un intellect, pas forcément un entrepreneur, pas forcément un intellectuel. Vous êtes parlé de diplôme, de grandes écoles supérieures, j'imagine une bonne situation sociale, et vous voulez devenir maire de Nanterre. En quittant Londres et ses beaux quartiers. Pourquoi? Alors, moi je suis arrivé à Nanterre, comme je le dis, moi j'étais boursier, j'étais étudiant boursier, je viens d'un milieu, d'une classe moyenne au Maroc, mais une classe moyenne au Maroc, en revenu, enfin, en pouvoir d'achat en France, c'est une classe précaire, pour dire ce qui est. Et comme je vous l'ai dit, moi c'est à Nanterre qu'on m'a ouvert les bras, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que les études étaient importantes, qui m'ont engagé, qui m'ont même réussi à me convaincre d'arrêter de travailler, parce que je travaillais les vendredis soirs de 21h à 5h du matin pour payer mon loyer. Donc j'arrivais évidemment crever les samedis matins en cours à 9h, qui m'ont montré que j'avais droit à des bourses alors que je n'avais pas droit, et qui m'ont tout simplement dit oui, une grande école c'est aussi fait pour toi, c'est pas parce que tu es un petit Marocain ou un Algérien que c'est pas fait pour toi. Et donc moi ces amis-là je les ai gardés encore aujourd'hui, 19 ans après, et grâce à eux, quand j'ai eu ma prise de conscience au moment Ah, tu as dit 19 ans après parce que ton âge aujourd'hui est de 37 ans. J'ai 37 ans, c'est ça. Donc 37 ans candidat aux élections municipales. Moi, là où j'ai vraiment fait le choix de m'engager, c'est quand j'ai fait le constat entre la différence entre ce qu'était Nanterre aujourd'hui et son potentiel. Et j'ai compris que s'engager, parce que j'ai commencé par créer une association, j'ai vu 1600 personnes à Nanterre pour leur demander ce qu'ils aimaient à Nanterre et ce qu'on pourrait améliorer. Comment s'appelle cette association? Vivre à Nanterre. Je l'ai créé avec un certain nombre de personnes qui sont encore aujourd'hui autour de moi. Et on a créé un programme en fait à partir du budget de la ville de Nanterre. Et on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas de s'engager dans l'associatif pour changer Nanterre, et donc je me suis engagé en politique. Alors pourquoi Nanterre et pourquoi j'ai décidé de m'engager? Nanterre, c'est une ville riche qui est gérée comme une ville pauvre. Nanterre, c'est une ville qui a 360 millions d'euros de budget en 2018. 360 millions d'euros de budget, ça veut dire que par habitant, pour vous, pour moi, on a 3 900 euros par an, ça ne parle pas beaucoup, mais à titre de comparaison, une ville comme Marseille, c'est 1 700 euros de budget. Nous, on a 3 900 euros de budget, c'est un peu la route pétrolière du Venezuela ou de Kadhafi, qui est liée à la défense, et ça veut dire qu'on est la 9e ville la plus riche de France en budget par habitant. Plus que Neuilly-sur-Seine, plus que Boulogne, un petit peu moins que Rueil, mais il n'y a que 8 villes qui sont plus riches par habitant. Et quand on est à Nanterre, les Nantériens peuvent en témoigner, on n'a pas l'impression d'avoir la qualité d'un service public municipal de la 9e ville la plus riche de France. La ville est sale, on a plusieurs difficultés, on a très peu d'espace vert. Donc une ville riche qui est gérée comme une ville pauvre. Ensuite, on a une ville d'emploi, mais qui est au chômage. Nanterre a plus d'emplois que d'habitants. Il y a 105 000 emplois à Nanterre pour 95 000 habitants. Donc, et si on prend l'équation démographique, pour chaque Nantérien en âge de travailler, on a 2 emplois, et on a un taux de chômage de 16%. Beaucoup plus élevé que la moyenne nationale, ça? C'est un petit peu comme Oblette, c'est à peu près les mêmes chiffres, alors qu'on est dans le département le plus riche de France, qu'on est à côté de la Défense. Et cette difficulté, elle s'explique par le 3e point. On a regardé, Nanterre est la ville où le décrochage scolaire est le 3e le plus élevé en Ile-de-France, après les Mureaux et Mantes-la-Jolie. Et donc on a un vrai sujet d'éducation à Nanterre, et les Nantériens, la mairie ne leur offre pas. Donc il est par où cet argent là? 360 millions d'euros, je m'excuse, mais en Algérie, c'est le budget d'un ministère. Non mais c'est énormément d'argent. D'abord, d'où est-ce que vient tout cet argent? Est-ce qu'on peut nous expliquer? Peut-être qu'il y a des Nantériens qui ne le connaissent pas, ou même les gens à travers le monde, ils doivent savoir d'où est-ce que ça vient. 360 millions de dollars, il faut d'euros, les amis, il faut vraiment le peser. C'est énorme. Je vous assure qu'en Algérie, un ministère n'a pas cet argent. D'où est-ce qu'il vient? Et où est-ce qu'il est réparti cet argent? Puisque, échec scolaire, pas beaucoup de boulot. On en fait quoi alors de cet argent?
Alors, 360 millions d'euros, ça vient principalement du fait qu'une partie du quartier d'affaires La Défense, qui est le quartier d'affaires le plus riche d'Europe, appartient à Nanterre. Alors, on a une partie qui n'est pas aussi grande que Puteaux, mais il n'empêche que c'est pour ça que je parle de rente pétrolière, c'est-à-dire que quelle que soit la politique de la ville, on aura accès... c'est-à-dire les entreprises qui sont à La Défense payent leurs impôts et l'impôt va dans les caisses de la ville de Nanterre. En partie. En partie. Il y a Puteaux, la ville de Puteaux qui est à côté, mais la ville de Nanterre. C'est-à-dire les impôts en France, les entreprises partent directement dans les caisses de leur ville. Les impôts locaux. Les impôts locaux, directement. Et donc ça nous assure qu'on a c'est pour ça que j'appelle ça une rente pétrolière, c'est-à-dire quel que soit le maire en place, on aura effectivement ces leviers. Où vont les budgets? Alors c'est là où ça se corse un petit peu, moi c'est ce que je reproche au maire sortant Patrick Jarry, qui nous parle toujours de solidarité. Moi je pense que pour ces problèmes, il aurait fallu investir beaucoup plus, et même énormément, il faudrait même un plan Marshall pour lutter contre le décrochage scolaire, pour aider les élèves dès la fin du primaire, et voire même dès le primaire à avoir un niveau correct. Est-ce qu'il y a un bilan de ce qui a été fait déjà avant? Est-ce que dans le conseil municipal, vous avez demandé des comptes, et ce maire, il a fait quoi de cet argent déjà avant? Alors, il y a un budget qui est public, simplement on est dans un système où le maire n'est pas du tout transparent, où les grandes décisions se prennent on va dire dans l'opacité, il n'y a pas assez de transparence, en tout cas c'est le ressenti des citoyens. Et le vrai bilan de Patrick Jarry, il est qu'effectivement il a construit 5000 logements en 6 ans, mais ça n'a pas permis aux Nantériens d'être mieux logés. Il n'a pas consulté les Nantériens sur cette volonté d'augmenter ou pas la taille de la population. Il n'a pas consulté les Nantériens sur la bétonisation qu'il avait fait. Il n'a pas consulté les Nantériens sur son bilan. Et il autoproclame qu'il a 97% de ses réussites de son bilan, de son programme qui a été fait, alors qu'en réalité, la situation de Nanterre en termes d'éducation, d'emploi et de logement et de bétonisation est pire que ce qu'elle était il y a 6 ans. Je rappelle que Patrick Jarry était donc élu au conseil municipal depuis plus de 30 ans. Maintenant, il a été élu en 89 et qu'il est maire. 30 ans quand même. Donc je pense qu'il il est temps d'un vrai changement à Nanterre. Mais justement, quelles sont les prérogatives du maire en France? Peut-être nous, parce que beaucoup d'Algériens qui nous rencontrent le connaissent pas, même des Français lambda ne le savent pas. Est-ce que le maire il a beaucoup de prérogatives? Quand on donne, est-ce qu'il a par exemple le droit d'utiliser ce budget comme il le veut lui, sans avoir autorisation du préfet ou au département, etc. Quel est le rôle du maire en France? Alors c'est pour ça que moi je brigue le mandat de maire, je brigue pas un mandat qui serait celui de député ou un autre, je suis candidat aux élections municipales parce que c'est un mandat qui est celui de bâtisseur. Parce que quand on est maire en France, alors effectivement la loi organique et la constitution donnent des rôles très spécifiques à la ville, il n'empêche que le maire est un petit peu le bâtisseur de sa ville. Il y a des domaines qui ne touchent pas, la défense par exemple, ça appartient à l'État, etc. Mais le maire a à la fois des pouvoirs de police, et il est aussi responsable de la tranquillité, de la salubrité et de l'ordre public dans sa commune, ce qui sont des prérogatives extrêmement importantes. Et surtout, le maire est responsable de l'urbanisme de sa ville. Alors même si aujourd'hui il y a qu'on appelle par les communautés de communes, les villes se regroupent et ce qui fait que c'est décidé par une communauté de communes, le maire restant maître du foncier, c'est lui qui décide de l'aménagement de sa ville. Et ça veut dire que concrètement, c'est lui qui décide non seulement de la façon dont la ville est construite, mais aussi de l'environnement dans lequel les Nantériens grandissent. Et c'est pour ça que je parle d'éducation. Lui dira que l'éducation, c'est son classique. Il a tendance à dire, c'est pas moi, c'est l'éducation nationale, sauf que toutes les études montrent que tout l'environnement, tout l'accompagnement scolaire qui est fait par une ville permet de lutter efficacement contre le décrochage. Et c'est pour ça qu'à Nanterre, moi je ne m'y résigne pas. Quand on est à Nanterre, on a moins de chances de réussir que si on est né dans toutes les communautés, les villes autour, que ce soit Suresnes, Puteaux ou Rueil, parce que ces villes-là ont beaucoup misé sur l'accompagnement scolaire et beaucoup plus qu'à Nanterre. Alors qu'elles sont beaucoup moins riches. Alors Puteaux est plus riche par habitant, Suresnes est moins riche par habitant et Courbevoie, il me semble, est un petit peu moins riche. Mais dans tous les cas, on est dans des villes comparables parce qu'on est dans le même département, dans la même géographie, et parce que les Nantériens, on le voit bien, on a des Nantériens qui réussissent beaucoup. Donc c'est pas une question d'intelligence, c'est une question du fait que la mairie a toujours refusé de travailler avec l'État pour des raisons idéologiques en disant l'État c'est mon ennemi. Il a placardé régulièrement aux frais du contribuable nantérien des affiches qui disent que l'État nous vole, alors que Nanterre a eu un budget qui a augmenté de 15% en 10 ans, ce qui est énorme. Nanterre n'a jamais été aussi riche. Pourquoi il dit que l'État nous vole? J'ai pas compris. Parce que ça lui permet de s'exonérer de ses échecs. Lui il dit, vous voyez, l'État nous prend de l'argent alors que la ville devient plus riche, l'État est la cause de l'échec scolaire alors que toutes les études montrent que c'est l'accompagnement scolaire qui est fait par la ville qui joue un rôle déterminant dans la réussite scolaire. Il dit que c'est l'État qui crée le chômage alors que dans toutes les villes autour, il y a moins de chômage parce que les habitants des villes autour ont des centres de formation, on leur dit quelle formation leur permet d'avoir des emplois, et puis surtout, on a la chance d'être une ville où, comme je le disais, on a plus d'emplois que d'habitants. Et donc, on ne peut pas se résigner à la situation telle qu'elle est. Il accuse l'État, dès qu'en fait, il a un échec, il accuse l'État, le département et la région, bref, dès qu'une chose ne va pas à Nanterre, ce n'est jamais de la faute de Patrick Jarry, c'est toujours de la faute des autres collectivités. Pour revenir au pouvoir, on a compris que le maire il a un super pouvoir en France, par exemple pour l'éducation.
Qu'est-ce qu'un maire peut faire pour l'éducation en France? Qu'on comprenne, parce que moi j'arrive pas à comprendre comment avec 360 millions d'euros de budget, quand je vois il y a certaines écoles en France, certains quartiers, il y a certains quartiers, pour vous dire, ça rappelle l'Algérie ou le Maghreb. Je veux dire, il y a un état de sous-développement quand même aberrant. Et le pouvoir du maire dans l'éducation en France, qu'est-ce qu'il peut faire un maire pour l'école? Alors, d'une part, c'est la commune qui finance la construction des murs des écoles. Les collèges. L'infrastructure. Les collèges, c'est le département et les lycées, c'est la région. Ça, c'est tel que le dit la loi. La réalité, c'est que toutes les activités extrascolaires, c'est-à-dire quand on accompagne les enfants à côté de l'école pour leur faire du soutien scolaire, par exemple, ça relève du maire. Et les villes, même si ce n'est pas une compétence obligatoire, toutes les villes qui ont une vraie réussite scolaire ont mis en œuvre des programmes très ambitieux où on coordonne l'ensemble des acteurs. Alors à Nanterre, il y a énormément qui est fait autour de l'extrascolaire, par les associations, par du personnel extrascolaire, mais il n'y a pas suffisamment de fédération de ces efforts-là, et surtout Patrick Jarry a dit, moi après le primaire, je refuse de faire du soutien scolaire au collège, qui est précisément là où le décrochage scolaire intervient à Nanterre. Donc le rôle d'une mairie, il est extrêmement important. J'ajoute que comme il est maître de l'urbanisme, c'est aussi au maire de décider de faire de la vraie mixité sociale. C'est compliqué de faire de la réussite scolaire si vous concentrez toutes les familles en difficulté dans la même école. Le maire, lui, a fait le choix de concentrer les familles les plus en difficulté. Vous parlez de certains quartiers. On se croirait au Maghreb ou dans l'ex-bloc soviétique. C'est aussi de la responsabilité du maire. Et c'est son choix, lui, d'avoir concentré les familles les plus en difficulté dans certains quartiers. Et il ne faut pas être surpris dès lors qu'on a des difficultés scolaires. Surtout si on n'a pas de soutien scolaire qui est organisé par la ville. Donc le maire peut changer des choses. Le maire, non seulement il peut, mais il doit changer les choses. Il a eu là, donc c'est son troisième mandat, il a eu plus de 16 ans pour le faire, il ne l'a pas fait. Manifestement, l'éducation n'est pas sa priorité, d'ailleurs ni le logement, soit dit au passage, ni la propreté, et il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui nous garantit qu'avec vous ça va changer, justement? Voilà. Pourquoi les Nantériens devraient voter pour Adam, et qu'est-ce qui nous garantit que ça va changer réellement? Alors, moi j'ai la capacité de travailler avec l'État, non seulement parce que j'ai le défaut d'avoir fait l'ENA, ce qui me permet de comprendre comment l'administration française fonctionne, quel que soit le gouvernement, mais parce que moi j'ai bien compris, et c'est le retour des Nantériens, qu'on ne pourra pas changer Nanterre si on ne travaille pas efficacement avec les services de l'État. Ensuite, vous l'avez dit, j'ai travaillé aussi dans le secteur privé. Or, ce qui est fait aujourd'hui avec le secteur privé est très limité. Moi j'ai l'ambition d'aller chercher des entreprises à la défense, dont une partie fait partie de Nanterre, et de leur dire aidez-nous à financer des initiatives pour la réussite, pour l'insertion des jeunes. Total, on ira les voir, par exemple, ou BNP Paribas ou d'autres, en leur disant améliorez votre image et venez financer des projets qui permettent de faciliter l'insertion des jeunes dans le. Ça, un maire peut le faire. Un maire, non seulement il peut, mais il doit le faire. Un maire représente sa ville. Et avec le profil, d'ailleurs, c'est pas que moi, derrière moi, il y a une équipe extrêmement compétente. Il y a des gens qui ont toute une expérience de terrain, notamment, je pense au deuxième adjoint au maire, Zakaria Benamar, qui lui sait ce que c'est, connaît bien ces sujets d'éducation et qui a été extrêmement utile dans la façon dont on a pu formuler notre programme. Parce que comme ça, nous, non seulement on va aider les Nantériens et on partira d'un existant. On sait bien qu'il y a des initiatives qui sont bonnes, il ne faut pas tout jeter à l'eau. Mais un maire doit absolument incarner une volonté de réussite scolaire, de lien avec les entreprises, de lien avec l'État, et je pense être le seul à pouvoir le faire. Et c'est pour ça que je suis le seul candidat à Nanterre à avoir chiffré toutes mes mesures. J'ai dit je ferai telle mesure, et ben ça coûtera tant à la municipalité parce que je pourrais le promettre. Dernière chose, moi je ne suis pas un politicien de carrière, je ne vivrai jamais de la politique, vous l'avez dit, et donc je ne serai jamais, et ça me donne une indépendance folle, parce que je ne serai jamais dépendant de tel ou tel mandat ou de tel ou tel parti. Mais justement, est-ce que la mairie de Nanterre sera dans votre parcours, dans votre ambition, juste un échelon, juste un tremplin pour aller plus loin? Parce que j'ai l'impression quand même qu'être maire en France, vous venez de le comprendre, c'est quand même un super pouvoir. Quand on voit dans les... Désolé, je pose cette question parce que dans nos pays respectifs, être maire, c'est une punition. Ça ne sert à rien. Il n'a aucun prérogative un maire en Algérie. Non mais d'où l'importance de cette émission, c'est qu'il faut que les Algériens de France notamment comprennent que voilà, vous avez quand même beaucoup de diplômes, vous avez gagné bien certainement votre vie, la banque, Nantes, la cité, tout ça, mais vous voulez être maire. En Algérie, quelqu'un qui gagne beaucoup bien sa vie, et jamais il deviendra maire. Il se poserait des questions. C'est une ambition personnelle. On peut, en France, pour réussir une vie politique, on doit commencer par la mairie. On a de grands dirigeants français qui ont commencé. Alain Juppé, Bordeaux, la mairie de Paris, les gens se disputent pour la mairie de Paris. Est-ce que c'est important dans le parcours politique de quelqu'un de commencer par la proximité, par la mairie? Moi, je pense déjà, encore une fois, ma démarche, mon ambition, elle est de changer Nanterre. J'ai commencé par un engagement associatif. Et pourquoi je m'engage aujourd'hui? C'est pour changer la ville. Je ne poursuis pas de carrière politique. Je ne vise ni Matignon, ni un ministère. Moi, je veux changer la ville. Je veux changer la ville de Nanterre en rapprochant Nanterre de l'État et des entreprises,
Alors effectivement, certains politiciens ont pu avoir comme stratégie d'avoir un ancrage local d'abord pour ensuite continuer. Moi, mon ambition, je l'ai déjà dit, elle n'est pas de devenir un professionnel de la politique, mon ambition, elle est de réussir à changer Nanterre. En France, les mandats des maires ne sont pas limités. Non. Ce qui explique que là, le maire sortant, il a 30 ans. Mais est-ce que ça c'est démocratique, de ne pas limiter les mandats d'un maire? Est-ce que vous pensez que c'est démocratique? Est-ce que vous auriez pu proposer dans votre programme, c'est pas vous qui proposez, c'est la loi française en général, mais le fait qu'un maire peut rester toute sa vie maire, est-ce que ça c'est pas problématique pour la démocratie? Ça, c'est même une loi organique, donc c'est quasiment, enfin, il faut 2 tiers du Parlement pour voter ça. Moi, je pense que l'argument qui a toujours été donné en France, qui était de dire il faut laisser aux électeurs le choix, puisqu'on a un vote démocratique, est bon. Alors, ça peut en choquer certains. Moi, je sais qu'à titre personnel, je ne souhaite pas faire plus de 2 mandats s'il était amené à être élu maire de Nanterre. Chaque mandat est de combien de quelle année? C'est 6 années. Donc 6 ans le mandat. Donc ça fait 2 ans. C'est différent de 30 ans actuels. Mais c'est pas grave. Maintenant, le poids de l'électorat algérien et maghrébin. Est-ce que si on vote réellement, et si les jeunes d'origine algérienne ou d'origine maghrébine votent et s'impliquent en politique comme vous, vous avez réussi dans votre vie, vous vous impliquez, vous avez expliqué votre programme, vos ambitions, si ces gens-là votent, est-ce qu'ils peuvent renverser la vapeur? Est-ce que le vote algérien ou le vote de la communauté maghrébine et algérienne particulièrement peut changer la situation, une situation politique, une quelconque situation politique? Ce que vous dites est très important parce que effectivement, aux dernières élections, le maire a été élu avec près de 50% d'abstention, c'est-à-dire qu'un électeur sur 2 n'est pas allé se déplacer. Et dans une ville comme Nanterre, où on a beaucoup de Nantériens d'origine maghrébine, cet électorat-là, non seulement peut, mais il doit peser. Moi, vous avez parlé de mon parcours. Moi, il y a quelque chose contre lequel que je combats, c'est d'être ce qu'on appelle vulgairement l'arabe de service, c'est-à-dire qu'on met quelqu'un sur sa liste parce qu'il a une origine maghrébine ou autre. C'est tout le contraire de ce que je porte, et toutes les personnes de ma liste représentent tout Nanterre. Donc je pense qu'il est maintenant temps, c'est ce que je disais au début, on est en train de tourner une page, on est en train de montrer qu'on n'est ni plus ni moins que des citoyens français, qui avons la richesse d'avoir plusieurs cultures, que beaucoup de concitoyens français nous envient souvent. Il est temps maintenant de transformer, de capitaliser sur ça, et de d'élire les personnes qui sont les mieux à même de gérer une vie. Quelle que soit votre origine. Mais justement, on a remarqué quand même, Adam, qu'au sein des franco-maghrébins et des franco-algériens, il y a quand même une certaine démission. C'est l'impression que c'est des citoyens démissionnaires, ils s'en fichent de la vie politique française. Moi, par exemple, la plupart de nos lecteurs d'Algérie parlent des franco-algériens, s'intéressent beaucoup plus à ce qui se passe en Algérie. Ils viennent chaque dimanche à la place de la République pour le Hirak algérien, mais ils sont peu impliqués dans la vie française. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose, ou est-ce qu'il faut corriger tout ça? Non, moi, je pense qu'il faut s'intéresser, alors encore une fois, c'est pour ça qu'on a la richesse d'avoir plus qu'une culture, c'est vraiment une vraie richesse parce que ça nous permet de relativiser beaucoup de choses et d'avoir des points de comparaison. Maintenant, je pense qu'il faut absolument s'investir en politique parce que si vous ne vous investissez pas, ça bénéficie à 2 personnes, 2 types de personnes. Vous avez les extrêmes. Si on prend le Front National, par exemple, ils ont un électorat qui est toujours le même, ils ont la même base, mais qui, eux, sont toujours mobilisés. Et donc, plus l'abstention est grande, plus vous leur donnez un score proportionnel élevé. Je pense qu'il faut les combattre. Mais c'est aussi pire que ça, c'est-à-dire que vous avez évoqué vous-même l'état de Nanterre, en termes d'habitat, de logement, et moi d'éducation. Il faut lutter contre la fatalité. On a une chance inouïe, moi ça je l'ai compris en Libye. Le droit de vote, l'état de droit, ça ne va pas de soi. Et avoir le droit et avoir l'opportunité de mettre un bulletin dans une urne, c'est exprimer sa voix. Et donc moi je pense qu'il est temps maintenant, puisqu'on est en train de crever ce plafond de verre, que tous les Français, quelle que soit leur origine, se mettent à voter. Et dans les élections municipales encore plus qu'ailleurs, parce que c'est dans les élections municipales que se joue l'égalité des chances. Et on peut faire vraiment de Nanterre une ville de la réussite, et c'est mon ambition. Les villes en France aussi, ils ont un volet de coopération internationale. Il y a certaines villes qui ont des conventions, des fusions, des jumelages avec d'autres villes. Vous, est-ce que vous allez vous intéresser à ce volet international? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer de former des élus algériens, ou de s'intéresser à des villes algériennes, de faire des jumelages, ou faire des activités culturelles, etc., comme dans beaucoup de grandes villes en France? Est-ce que ce volet-là, vous avez pris en charge? Bien sûr, alors Nanterre est une ville qui a déjà plusieurs partenariats, notamment avec en Algérie, puis dans d'autres pays d'Afrique et même d'Europe. Je pense que c'est un point extrêmement important dans une ville comme Nanterre. Nanterre est une ville où il y a plus de 86 nationalités qui sont représentées, c'est donc une ville véritablement riche de sa diversité. On va accueillir un site olympique en 2024. Moi, dans mon programme, j'ai prévu la création d'une maison des cultures du monde qui serait à Boukialetti en 2024. Et je pense que ce sera l'occasion effectivement de renforcer les partenariats qu'on fait avec les autres villes. Mais il faut que ce soit des partenariats utiles, il faut que ce soit des partenariats qui parlent aux Nantériens et qui permettent aussi une vraie valeur ajoutée pour les villes avec lesquelles on est partenaire. Donc bien sûr qu'on renforcera les partenariats, et je pense que pour plus d'efficacité, on pourrait passer par l'Agence française de développement, c'est-à-dire par
l'organisme en France qui finance en fait les actions de développement à l'étranger. Et bien évidemment, le Maghreb et l'Algérie auront une place particulière dans mon cœur. Bon, pour conclure, aujourd'hui on voit que c'est très différent entre nos pays, la France, mais l'Algérie quand même elle a hérité du modèle français. Après l'indépendance, on a copié le modèle bureaucratique français. Sauf que la France, elle a complètement changé, ce que les Algériens n'ont pas compris. Aujourd'hui, il y a la décentralisation, il y a les conseils régionaux, les territoires en France, vous avez parlé de fusion entre communes. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on peut nous profiter de cette expérience-là? Qu'est-ce qui est de parce que le modèle français, il est réellement mauvais. Parce qu'en Afrique, comme au Maghreb, on passe notre temps à insulter la France, à dire que la France, elle nous a donné que des mauvaises choses. On dit par exemple que les pays qui ont été colonisés par les Anglais, c'est des pays qui arrivent à avancer, alors que les pays francophones n'arrivent pas à avancer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Et qu'est-ce qu'on doit nous apprendre de ces nouvelles expériences territoriales, administratives françaises? Est-ce qu'il y a des choses bonnes qu'on peut dupliquer ou exporter dans nos pays? Alors, ça relève, je vais faire une petite digression historique, mais ça relève de la façon dont on administrait ce qu'il faut bien appeler, qui était à l'époque des colonies. En France, dans la plupart des territoires français, c'était une administration directe, c'est-à-dire que c'est la France directement qui administrait les États. Tandis que le modèle britannique, c'est une administration indirecte, c'est-à-dire qui s'appuyait sur les systèmes existants et qui les influençait. Ce qui fait que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec le constat que vous faites, puisque dans la plupart des pays colonisés par les Britanniques, tout se passait relativement bien jusqu'au moment de l'indépendance, et à l'indépendance il y a eu souvent des guerres civiles. Quand on voit les Indes britanniques, c'est devenu 8 États, avec des guerres terribles. Au Nigeria, avec la guerre du Biafra, le conflit israélo-palestinien sur lequel on reviendra. Donc, je pense qu'il faut mesurer ça à l'autre. Ça, je parle d'aujourd'hui. Si on prend le Ghana, pays anglophone, il est plus évolué démocratiquement, économiquement. Il y a beaucoup de pays anglophones. C'est parce que le Ghana a trouvé récemment du pétrole. Donc, je pense que voilà, il faut. C'est relatif. Moi, je parle du constat dans la tête des gens, dans la tête des Africains, ils se disent ça. Effectivement, c'est beaucoup plus nuancé que. C'est plus nuancé. Alors maintenant, moi, je pense que une des clés pour le monde arabe et puis l'Afrique, et le monde arabe notamment, c'est la capacité à reconnaître la différence de l'autre. Et ça, effectivement, plus on accorde une large autonomie, une large décentralisation, plus elle sera permise. Et donc on revient sur l'avenir que nous on souhaite pour le monde arabe. Je pense qu'à partir du moment où on arrive à reconnaître l'autre dans sa diversité, dans son histoire, dans sa spécificité, dans le cadre d'un État qui a son histoire, c'est la clé. Donc évidemment, la décentralisation a énormément à nous apporter en termes de, tout simplement, de démocratie locale et de tolérance. Et je pense que plus vous responsabilisez les gens au niveau local, plus vous avez, en tout cas c'est ma conviction, la certitude que les gens vont adhérer aux valeurs du pays dans lequel vous êtes. Donc bien sûr, on a beaucoup à apprendre. Après, la décentralisation française aurait peut-être une nuance, c'est qu'on a peut-être trop d'échelons. On a la région, les régions, vous avez vu qu'on a passé en 2015 une loi pour les fusionner parce qu'on avait trop de régions, le département, la communauté de communes, donc quand les villes... C'est quoi la communauté de communes? C'est quand plusieurs villes décident de mettre en commun certaines compétences. Par exemple. Donc vous avez l'administration à l'échelon plus, la commune, et en plus vous avez souvent l'échelon de l'État qui est indépendant, donc la préfecture, donc le département, enfin en tout cas ça fait 5 échelons. C'est quand même parfois très compliqué à gérer les pilotages, mais au final peut-être que la démocratie est à ce prix-là. Un autre modèle est possible? C'est possible de s'organiser autrement? Je pense, moi en tout cas je suis convaincu... Vous qui avez fait l'ENA, est-ce que vous avez des propositions, des réflexions, une vision dans ce sens-là? Moi je suis convaincu que peut-être trois échelons suffiraient. On pourrait avoir un échelon qui serait local, qui regrouperait communes et intercommunales, un échelon régional et un échelon étatique. Mais après, il n'y a pas de recette miracle à plaquer. Ce qui compte, c'est que les gens sur le terrain se mettent d'accord pour un système qui fonctionne. Et que les choses qui importent vraiment soient décidées au niveau local. Quand je vois par exemple l'Italie ou l'Espagne ou l'Allemagne, on voit que certaines compétences, notamment l'éducation, sont mises au niveau local. C'est un modèle qui en France ne marcherait pas, parce qu'en France on a une tradition républicaine, comme vous l'avez dit, on était centralisé. Par contre, donc, je pense que c'est vraiment important que chaque pays, chaque pays fasse ses institutions en fonction de ses traditions. Et je pense que ce qui est vraiment important dans le message que je peux porter, c'est de reconnaître la différence de l'autre et d'en faire des institutions. C'est-à-dire que si on pense que par exemple un chef de village doit être une institution, il faut le reconnaître. Je dis ça parce que j'ai beaucoup d'amis malgaches pour qui par exemple un chef de village c'est important. Oui, c'est effectivement. Dans ces sélections-là, est-ce qu'il y a beaucoup de candidats d'origine maghrébine dans ces sélections-là? Je suis désolé d'insister, c'est pas en nom de la discrimination positive ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour dire, est-ce qu'on peut réellement faire de la politique quand on s'appelle Mohamed, Aïcha ou Abdol, etc. Est-ce que c'est posé? On ne sait même pas, vous avez pas est-ce qu'il y a beaucoup de mères d'origine maghrébine? On ne le sait pas? Alors non, il y a trop peu de mères d'origine maghrébine en France, en tout cas c'est un constat que tout un chacun peut faire.
Moi, je pense que pour revenir à Nanterre, je suis l'une des seules têtes de liste qui suis d'origine maghrébine. Et c'est pas suffisant. Moi, ce contre quoi je m'érige, c'est ce que j'appelle, encore une fois, les gens qui seraient mis sur une liste en raison de leur appartenance à telle ou telle communauté. Et c'est malheureusement ce que fait une bonne partie de la communauté, enfin, des candidats, de certains candidats, ils mettent des gens parce qu'ils ont un nom à consonance étrangère et que ça fait bien de le montrer. Donc moi je pense au contraire que pour en terminer avec ça, il faut montrer aux Français d'origine maghrébine que c'est possible, il faut les encourager à s'engager, mais ils ne s'engageront pas si, comme vous l'avez dit vous-même, ils ne vont pas voter. Donc la première étape, c'est d'aller voter. 3 mesures, si vous pouvez maintenant, dernièrement, pour clôturer ce débat, c'est très passionnant, est-ce que vous pouvez développer 3 mesures phares de votre programme que vous avez envie d'appliquer et selon vous, que vous pensez que ça va révolutionner la ville que vous pourrez diriger si vous sortez gagnant le 15 mars prochain? Alors, vous l'avez dit, vous l'avez compris, l'éducation, mais l'éducation va aussi jusqu'au marché de l'emploi, c'est la formation tout au long de la vie, est importante pour moi, donc je vais créer un pôle municipal de la réussite qui va fédérer l'ensemble des actions qui sont autour du soutien scolaire, depuis la crèche jusqu'au marché de l'emploi. C'est-à-dire que demain, avec ce pôle municipal de la réussite, qui sera piloté par des personnels du monde enseignant, du personnel du monde associatif, par des représentants des familles, par des représentants des entreprises, pour les associés, on va créer un environnement qui permettra de créer de la réussite et de générer de la réussite à Nanterre. Et ça me paraît être à mettre en œuvre dès les prochaines semaines pour répondre aux difficultés de Nanterre. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas que la sélection sur l'éducation se fasse par l'argent. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez Academia qui donne des cours gratuits. Mais nous, ce qu'on veut créer, c'est des cours de soutien gratuits pour les élèves les plus en difficulté et pour les familles les plus défavorisées, pour que l'argent ne soit plus un plafond de verre aussi. Et puis la dernière chose, je pense que la situation des logements à Nanterre est catastrophique. La première des choses qu'on va faire, nous, ce qu'on va assurer, c'est la transparence et l'égalité dans l'attribution des logements. Et comment on va faire? On commencera par un audit de tous les logements, de tous les HLM à Nanterre, pour s'assurer qu'ils soient dignes, salubres et qu'ils soient bien distribués. Adam, je vous remercie énormément. C'était très intéressant, très sympathique de votre part d'être là parmi nous. Je vous donne rendez-vous, pourquoi pas, dans des émissions. Peut-être après le 15 mars ou bien avant. Je vous remercie, c'était comme ça, c'était donc la différence, au nom de la différence. Voilà comment ça se passe en France. Malheureusement, dans notre pays, ça se passe totalement autrement. Mais Inch'Allah, on va apprendre et on aura, nous, des élections démocratiques avec des maires qui auront de véritables pouvoirs. Merci beaucoup. À très bientôt, cher Adam.